Là. OK. Ah, c'est ça qui fait. Alors, comme deuxième conférence, je vous propose une recette d'équilibre. En fait, on va se familiariser avec des notions qui nous mènent à un équilibre, comprendre qu'est-ce que c'est que l'équilibre. Et le but de la période, c'est d'être en mesure de s'ouvrir des chemins vers le rétablissement. Tout ce qui est vivant sur la Terre recherche son équilibre, ce qu'on appelle l'homéostasie. Même une marguerite, une petite fleur, on arrache une pétale, elle va se cicatriser pour survivre à ça. Donc, tout ce qui est vivant sur la Terre recherche son équilibre. Mais si on voulait imaginer physiquement à quoi ça ressemble l'équilibre, ça ne serait pas une ligne qui serait droite, ça serait plutôt une zone qu'on appelle une zone de confort dans laquelle l'être humain tente de se maintenir. Ça ne prend pas grand-chose, hein? Même si on est en forme, même si ça va bien, ça ne nous prend pas grand-chose pour déjà ébranler notre équilibre. Pensons juste à un petit mal de dos, là, tu sais, une grippe. Pas assez pour nous déstabiliser, mais on va être peut-être un petit peu moins en forme cette journée-là. Donc, ici, j'ai traduit un X bleu par une épreuve. Et quand une personne vit une épreuve, n'importe quelle épreuve, il y a deux choses qui se produisent. La première, c'est que notre tension artérielle va augmenter, puis la deuxième, c'est que nos énergies vont diminuer. Habituellement, on appelle ça une phase de turbulence. Ma mère, elle dirait, on a le cacaba, tu sais, on file moins bien cette journée-là. Tu sais. Mais on se répare, ça va mieux, donc on en remonte, tranquillement, pas vite. Il arrive une autre épreuve, exemple, une perte d'emploi, peu importe. Hop, tout le temps la même chose. La tension artérielle augmente, l'énergie diminue. C'est sûr que ça a des impacts aussi alentour de tout ça. Tu sais, on devient plus stressé, plus anxieux, angoissé. Donc, imaginons-nous tous ensemble, là, c'est sûr qu'à un moment donné, la courbe est plus difficile à remonter. Le problème, parce que l'être humain est habitué de gérer les épreuves, le problème, c'est quand il nous arrive une épreuve, puis à un moment donné, un autre par-dessus, on n'a pas encore fini de gérer celle-là, et un autre, à un moment donné, on n'est plus capable. Là. C'est là qu'on appelle ça, et ça sort de notre zone de confort, on appelle ça la désorganisation. L'être humain, ils ont trouvé des mots pour nous situer, c'est-à-dire que quand on n'est pas capable de rester équilibré, déstabilisé, bien, on va être en déprime. La déprime, c'est tout simplement une période d'abaissement. Donc, je file moins bien, ça dure à peu près de 2 à 6 semaines et elle a un impact, ça, cette période d'abaissement-là, hein, d'énergie. C'est qu'à un moment donné, le doute s'installe, coudon, je vais-tu me relever de ça? Habituellement, on dit, il me semble que je fais plus fort que ça, puis on dirait que j'ai de la misère à retrouver mon énergie. Si on a de l'aide et du soutien, on va se relever de ça assez rapidement. Mais si on n'a pas tendance à aller chercher de l'aide et du soutien, ça se peut que ce doute-là qui nous insécurise nous emmène à de l'anxiété, qui est un signal d'avertissement d'un inconfort. Ça veut dire, fais quelque chose là, parce que moi, là, ça brasse trop. Et encore une fois, plus on va chercher de l'aide et du soutien, plus on se relève. En tout cas, le plus bas qu'on peut aller, c'est en dépression. C'est la pire des organisations. Et la dépression, il faut savoir que ce n'est pas négatif. En fait, c'est un mécanisme de protection. C'est que tu es brûlé ici, tu as plein de tracas dans la tête, tu ne sais plus trop quoi faire, c'est comme si tu avais une fuite. Chut. Le corps, il s'aperçoit de cette fuite-là. Lui, il s'embarque dans un état de ralentissement pour protéger les énergies qui te restent. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une dépression? C'est tout simplement un ralentissement de notre état physique pour préserver les énergies qu'on est en train de perdre psychologiquement, tout simplement. Bon, c'est sûr qu'ils vont donner des médicaments pour essayer de stabiliser tout ça. Il faut comprendre avec la médication, puis c'est pas mauvais de prendre un médicament, mais il faut savoir pourquoi on le prend. D'abord, on va régler tout de suite la notion de médicament, là.
il y a juste un médicament qui guérit. Un. L'antibiotique. C'est le seul qui guérit. Toutes les autres, à quoi ça sert? Bien, c'est du support qu'on va chercher. Donc, ça va nous aider à stabiliser notre situation, mais ça ne l'améliorera pas, mais ça ne la détériorera pas. Donc, on va aller par ce médicament-là, aller chercher une certaine stabilité. Le problème, c'est qu'il y en a une multitude, exemple, d'antidépresseurs. Mais trouver le bon médicament qui fit avec la bonne personne, là, ça se peut que le médecin en ait pour 3, 4, 6, même 1 an avant de trouver le bon médicament. Mais quand il a trouvé la bonne dose qui fit avec la personne, et là, il est vraiment efficace. Tu sais, des fois, les gens me disent « Mario, moi, je prends un médicament, ça ne me fait rien. » Bien, j'ai dit « Ça doit être parce qu'il est efficace. » C'est pas supposé de te donner un buzz, là, cette affaire-là. Là. Donc, si tu as l'impression qu'il ne fait rien, c'est parce qu'il est efficace. Mais on s'est aperçu aussi que souvent, les gens vont commencer à prendre la médication, mais ils vont continuer les habitudes de consommation d'alcool. Bien, c'est un ou c'est l'autre. Hein? Un dépresseur, comme l'alcool, avec un antidépresseur, t'annules l'effet. Donc, ne sois pas surpris d'avoir de la difficulté à te réorganiser. Tu sais, donc, il faut faire des choix. Tout ça pour vous expliquer que quand une personne vit une épreuve, bien, la tension artérielle augmente, les énergies diminuent. L'être humain va être équilibré lorsqu'il va correspondre à ses 14 besoins essentiels. Les besoins fondamentaux, là, c'est ce qui est essentiel à notre existence. Les premiers besoins, puis ici, je ne te casserai pas la tête avec les 14 besoins fondamentaux, mais on va les regrouper très facilement en 5 groupes de besoins. Bien, justement, le premier besoin à combler chez l'être humain, c'est d'ordre physique. Hein? Manger, dormir, boire, donc tout ce qui est physiquement pour nous rendre fonctionnels puis le plus apte possible. Donc, plus on est équilibré au niveau de notre alimentation, exemple du sommeil, nos activités, donc on vient déjà d'aider notre corps à se maintenir en équilibre. Donc, on appelle ça des besoins physiques. L'être humain a besoin de se sentir en santé, a besoin de se sentir en forme. Dans ce besoin-là, je fais juste ouvrir une porte pour aussi les besoins psychologiques. L'être humain a besoin de se sentir à l'abri de tracas. Tu sais, ça peut bien aller dans la vie, mais là, tu as un enfant malade, ça te tracasse un petit peu, tu attends des résultats, c'est-tu tannant, tabarnouche? Donc, et c'est tout ça qu'on appelle des épreuves. Plus la personne est capable de se stabiliser à ce niveau-là, de correspondre à ses besoins, plus la personne va être à l'abri de tracas, plus elle va être équilibrée. C'est ce qu'on appelle le premier groupe de besoins. Lorsqu'on arrive avec le deuxième groupe de besoins, l'être humain a besoin de se sentir en sécurité. Tu sais, avoir un toit sur la tête, avoir un abri, hein, avoir des vêtements, se sentir en chaleur, l'être humain a besoin de se sécuriser. Et c'est dans plusieurs domaines aussi. Tu sais, tu as un emploi, puis là, il y a une liste qui est sortie dans la cantine disant que ça se peut qu'il y ait du monde qui soit slacké, là, d'ici les prochains jours. Puis tu as peur d'être sur la liste. Aussitôt que ça vient affecter ton sentiment de sécurité, c'est assez pour nous déséquilibrer. Donc, c'est important, et c'est pour ça qu'on dit aux gens, vivre un jour à la fois, tu sais, anticiper, tu t'apercevras que les peurs, la plupart de nos peurs, sont tout le temps en avant. Tout le temps en avant. Peur que ça ne fonctionne pas. Peur du futur. C'est pour ça qu'il faut se ramener à aujourd'hui et maintenant. Tu sais. Donc, être en sécurité. Le troisième besoin, il se divise aussi en deux. L'être humain a besoin d'aimer et d'être aimé. Entre moi et toi, là, on a bien plus besoin de se sentir aimé que d'aimer. Tu sais, je ne me lève pas le matin, moi, bon, qu'est-ce que j'aimerais bien aujourd'hui, là? Non, non. Mais si je me sens aimé, on dirait que ça va être plus facile pour moi d'aimer. Mais il faut commencer toujours bien quelque part. Et je demande aux gens, tu sais, quand on dit qu'il faut apprendre à s'aimer soi-même, c'est quoi l'amour de soi? C'est 2 petites marches à monter. Se respecter, c'est la première chose pour s'aimer. Qu'est-ce que ça veut dire, se respecter? Se faire attention. Quelqu'un qui se fait attention, là, il ne se rend pas n'importe quoi. Tu sais? Donc, c'est ça, se faire attention. Déjà, c'est de se respecter. Et la deuxième petite marche, être en harmonie avec soi. Ça veut dire, puis je dis ça en français, là,
coule ton gaz égal. T'sais. Fly pas trop haut, tu ne descendras pas trop bas. T'sais. Et souvent, on va se servir des artifices pour se donner l'impression d'être performant. Tu sais, il y a que du Red Bull, là, tu sais, mais tu brûles la chandelle par les deux bouts, c'est pas ça qui va t'équilibrer. Tu sais, tu donnes un coup à l'ouvrage, tu te dépêches, mais après ça, tu es trop brûlé pour le finir. Tu es mieux d'y aller d'une façon beaucoup plus graduelle, beaucoup plus constante. Tu sais, c'est la même chose aussi dans l'amour. Donc, on dit tout le temps, pour être aimé, il faut être aimable. Et si tu te sens aimable, et tu fais pour être aimable, et que tu ne te sens pas aimé, arrête de te remettre en question. Ça se peut que ça ne soit pas toi le problème. Ça se peut que ça soit l'autre qui ne soit pas encore rendu là dans sa vie. Et c'est là que je te donne un exemple, justement, de ma première relation. Tu sais, 19 ans, je me marie avec une femme qui m'aime au bout, mais moi, je ne sais même pas c'est quoi l'amour. Je n'avais pas vécu ça dans mon milieu. Donc, moi, l'amour que j'avais avec mes frères, mes sœurs, là, c'était pas tout ça, là. T'sais. On se détestait, il n'y a rien qu'on faisait pas entre nous autres, mais touche point la rouge, tu les avais toutes sur le dos après. T'sais. Donc, on s'aimait, nous autres, à coups de poing, là. T'sais. Mais là, j'arrive avec une femme qui est tendre, qui est aimante, qui est disponible. À toutes les fois qu'elle me porte des petites attentions, tabarnouche, je me rends tellement inconfortable, là, parce que je le sais, moi, que je ne suis pas capable de donner ça de façon naturelle, là. J'ai tout fait inconsciemment pour la tasser de ma vie. Elle a été tough pareil, hein? Elle m'a enduré 7 ans et demi. Et tout simplement parce que je n'étais pas capable d'accueillir cet amour-là dans ma vie. Il m'a pris 4 thérapies pour comprendre ça. Donc, tu comprends que l'importance d'aimer et d'être aimé aussi. T'sais? Et en fait, je vous le traduis très simplement. Aimer, là, c'est de se sentir important dans la vie de quelqu'un. J'ai appris l'amour à la naissance de mon garçon. Il faut que je te conte ça un peu, là. C'est que moi, j'ai assisté à l'accouchement, là. Puis, tu sais, j'avais suivi les cours prénataux, puis tout, là. Assez que je pensais que c'est moi qui allais accoucher. Ses respirations, j'étais meilleur qu'elle. Puis tout ça. Et là, on arrive, esprit, dans la salle pour accoucher. Puis là, quand j'ai vu la petite tête sortir de là, tabarnache. Moi, déjà, je suis parti, là. Et je commence à grandir d'à peu près 1 pied, là. Hey, c'est mon gars. Puis moi, je voulais avoir un gars, tu comprends-tu, là? Et déjà, je le connais même pas, je ne l'ai même pas encore vu. Puis je sens quelque chose qui m'habite, qui ne m'a jamais habité, là. Je me sens comme important, moi, là. Imagine-toi quand j'ai vu le petit pénis sortir de là. Wouh! J'ai mon gars, tabarnache. Et là, j'ai grandi d'1 pied et demi. Moi, là, je me sentais important. Le problème, c'est qu'elle, là, qui avait accouché, là, le cœur m'a fait ça, moi, avec elle, là. Sauf quand elle me mettait en tabarnache, là. Et c'est là que j'ai compris que c'est ça, l'amour, là. Et là, elle, là, est en insécurité postnatale, qui me demande tu m'aimes-tu? Moi, je veux pas qu'elle parte, l'esprit, là, besoin d'elle, là. Fait que automatiquement, elle dit ben oui, je t'aime, sinon je serais pas avec toi, je serais avec la voisine, tabarnache, là. Mais intérieurement, je le sais que j'ai pas cet amour-là comme elle l'a, là. T'sais? Puis là, il pose des questions pièges, là. Tu sais, dans le genre comment gros tu m'aimes? Hey, tabarnache, je t'ai faite, moi, là. Je savais pas comment j'avais mesuré ça ma première fois, là. Fait que là, je prends pas de chance. Je dis, ben, gros de même. Elle dit, c'est pas terrible. Ben, elle dit, comment ça? Elle dit, au début, là, quand on s'est connus, tu me disais que tu m'aimais. Sais-tu comment j'ai mesuré ça, moi? Ben, c'est ça qui est chiant avec l'amour, hein? C'est qu'on le sait tout le temps comment qu'on aime. Et on peut mettre une note sur 10. Le problème, c'est qu'on sait jamais comment qu'on est aimé. Moi, je dis tout le temps, j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose de physique qui nous paraisse dans le front. Tu sais, mettons que tu passes devant ta conjointe, là, puis il y a un chiffre qui apparaît sur son front. 9. 9 sur 10. Tu passes devant elle, tu vois un 9. Parfait, je la comprends, tu sais. Le lendemain, tu vois un 8. Pas pire. Jusqu'à temps, je me lève un matin, puis je verrai un 2. Oh, il me semble là, je ferais des pirouettes, là, hein? Bien, c'est pour ça que ça ne nous paraît pas dans le front. Parce qu'on ferait des pirouettes rien que quand ça irait moins bien, esprit. Alors que l'amour, se sentir important dans la vie de quelqu'un, ça s'entretient. C'est pourtant très simple. Hein? Tu comptes tes besoins physiques, psychologiques. Notre travail comme individu, c'est de s'assurer d'être le plus en forme possible. Mettons les chances de notre côté. Se libérer des tracas, s'ouvrir à une autre personne, se sentir important dans la vie d'une personne. Déjà, tu vas t'apercevoir que tu vas avoir moins le goût de consommer. Ouais. Et l'autre besoin, c'est qu'on a besoin de se sentir appartenir à quelqu'un.
un sentiment d'appartenance. Pour te le démêler avec l'amour, je te dirais que c'est comme se sentir utile dans la vie de quelqu'un. C'est important de se sentir utile pour quelqu'un parce que c'est à travers ça qu'on va aller combler aussi notre prochain besoin. On a besoin d'être reconnu, d'être valorisé. Et par quoi on va se reconnaître, qu'on va se valoriser? Bien, par la créativité qu'on va développer aussi, par nos habiletés, nos talents. Et à l'intérieur de chaque être humain, puis ça a fait drôle quand j'ai entendu ça pour la première fois, j'étais en thérapie, j'ai le goût de mourir, tabarnache. Puis l'autre qui s'en va me dire, le thérapeute, il y a un beau trésor là-dedans. Elle ne voyait pas partout, moi, je voyais rien que de la boîte, l'esprit. Là, il dit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il dit, savais-tu que tu as des forces là-dedans? Comment ça? Il appelait ça des forces intérieures. Tu sais quoi, ça, des forces intérieures? Il dit, à toutes les fois là, que tu as eu besoin de courage dans ta vie, as-tu été suivre un cours? J'ai dit, ben non. Il dit, c'est bizarre, hein? Tu t'es surpris à en avoir. Ben, tu sais ça. Hein? Il dit, tu sais, quand tu es généreux, quand tu es à l'écoute, c'est ça, tes forces intérieures. Mais sous, tu ne peux pas y voir, esprit. Ah! Et là, j'ai compris que j'avais peut-être des forces qui n'étaient pas utilisées. Il m'a rachevé quand il me dit, à l'intérieur de chaque être humain, il y a un cadeau. Bien là, il dit, arrête, toi là. Il dit, oui, saviez-vous qu'à l'intérieur de chaque être humain, il y a un talent. Oui. Il y en a qui meurent sans l'avoir découvert, esprit. T'sais? Donc, c'est important de se mettre en action. La créativité, développer des choses, ça correspond à des besoins très importants, d'avoir sa place sur la planète, de se sentir important dans notre milieu familial, dans notre milieu social, dans notre milieu professionnel. Et c'est à travers nos réalisations qu'on va y parvenir. Donc, et c'est quand même assez simple à combler, c'est juste qu'on ne les met pas en priorité. Combien de personnes j'ai rencontrées en 30 ans de relations d'aide qui s'occupaient bien plus des autres que d'eux-mêmes? Ah oui, j'ai même du monde qui m'a envoyé 7 personnes en thérapie avant de venir. Il dit, c'est peut-être atterri ici, elle voulait mourir, tabarnache. Tu sais? On est bon pour les autres, hein? Mais j'ai compris, moi, que si moi, je ne vais pas bien, là, comment veux-tu que je rende quelque chose de beau à mon garçon? Lui, là, il ne veut pas être habillé comme une carte de mode, là. Lui, il veut voir son papa souriant, disponible. Il veut voir un moment qu'il est en forme. Bien, c'est ça que l'enfant veut. Moi, d'abord, n'oublie pas la deuxième partie, pour mieux m'occuper des autres par la suite. C'est ce que j'ai compris dans mon établissement. Et encore une fois, ça n'aurait pas été possible si je n'avais pas eu d'abord l'humilité d'aller chercher de l'aide pour régler mon problème de consommation. Au début, ce n'était pas un problème, là. Mais quand c'est devenu un problème, j'aurais dû le voir. Et c'est pour ça que pour parvenir à combler ses besoins, il faut savoir que l'être humain, ça a l'air bien mystérieux, l'être humain, hein? Mais il se traduit facilement, on va aller le voir tout à l'heure, par 2 comportements. Il est de même ou il est de même. Mais il y a une chose qui va dégager en premier, c'est une attitude. Et savez-vous qu'est-ce que c'est qu'une attitude? C'est ce qui précède un comportement, qui me prépare à comment je vais me comporter. On démontre toujours une attitude, mais pas nécessairement la bonne. Donc, c'est important d'être adéquat avec ce que tu ressens puis ce que tu ressors. Exemple, il y a quelqu'un avec qui tu as un petit peu de ressentiment, ça fait pas depuis un temps, une petite chicane, tu as au centre d'achat, tu n'es pas trop fâché, mais tu n'es pas trop intéressé de parler, puis elle te demande « Salut Sylvie, comment ça va? Ça va bien, toi? » Tu n'es pas trop conséquent avec ce que tu vis en dedans, mais tu te vois très mal y dire, bien, ça ne va pas pantoute, justement, je faisais du ressentiment contre toi, parce qu'on ne veut pas perturber les gens, tout ça. Donc, déjà là, on est plus sincère avec nous-mêmes. Puis il ne s'agit pas d'être comme un grand livre ouvert, mais au moins de dire, ça va correct. Ça ne veut rien dire, mais en même temps, ça ne te compromet pas dans rien, puis tu n'es pas faux dans tes idées, tout simplement. Tu sais, quand je parle d'attitude, il y a 2 façons de voir les choses, hein, puis vous connaissez tous, c'est le verre est à moitié vide, lui, il n'est pas chanceux, moi je dis il est encore à moitié plein, moi. Donc, ça dépend tout simplement comment on veut le visualiser. Et l'attitude, c'est la clé de la communication. Quand tu dégages la vraie attitude, bien, tu vas communiquer aussi adéquatement. Sur la prochaine diapositive, bien, justement, on va aller voir les 2 comportements. L'être humain, là, il se comporte soit comme ça ou soit comme ça. Soit qu'on soit en contrôle ou qu'on soit en relâche. Hein? Et je les appelle, les gens qui sont en contrôle, là, les germaines. Tu sais, elle gère puis elle amène. Hein?
Et c'est les premiers trucs qu'on enseigne aux vendeurs. Quand tu vas dans un magasin, là, lui, il regarde l'attitude que tu dégages, et là, il regarde comment tu vas te comporter, et il va t'accueillir avec ça. Supposons que la femme est en contrôle, elle arrive dans le centre d'achat, le manteau fermé jusqu'ici, elle tient sa bourse à deux mains, puis tu sais, il y avait des techniques de vente sous pression qui disaient « Bonjour madame, avez-vous vu nos spéciaux? » Fais pas ça avec une personne qui est en contrôle, toi. Elle va dire « Non, je vais juste regarder. » Donc, déjà, il y a une maîtrise de soi. Mais elle va voir si la personne est en relâche. Quand tu as le manteau ouvert, la bourse ouverte, tu as déjà la carte de crédit dans les mains, elle est en relâche, elle va dépenser en tabarnache. Bien, les gens savent déjà qu'est-ce qu'on dégage là-dedans. Donc, c'est important de savoir que quand une personne est en contrôle, c'est souvent inconscient. On ne le sait pas qu'on gère puis qu'on mène. Puis quelqu'un qui est en relâche, c'est toujours conscient. Il sait qu'il est négligent. Donc, le premier comportement, c'est que les personnes ont tendance à être compulsifs, impulsifs. On voit ça là, dans cette famille-là, de la compulsivité, là, c'est d'accomplir un acte irrésistible. C'est plus fort qu'eux autres, tu sais. Et c'est là que je parle de ma sœur, parce que ma sœur, elle, avait des compulsions alimentaires. Tu sais, on appelait ça bouffer ses émotions, là, tu sais. Et elle, quand ça allait pas bien, elle mangeait. Elle mangeait en tabarnouche, tu sais. Et à un moment donné, elle suivait un régime alimentaire. Elle là, 14 jours sans tricher, tu vois. Elle était tout fière de elle. Puis là, elle contrôlait ça, tu sais. À un moment donné, le frigidaire mangeait une volée, là, tu sais. Elle rechutait. C'est là que j'ai compris que on ne peut pas toujours être en contrôle, puis on ne peut pas toujours être en relâche. Et j'en profite pour expliquer, exemple, c'est quoi un coup de foudre? Quand on a un coup de foudre pour quelqu'un, qu'on est en amour avec quelqu'un, c'est comme si je te dirais, serre les poings comme ça, essayez-le. Serrez les poings bien fort. Les orteils, les yeux, le nez. Passerais-tu ta vie de même? À un moment donné, il y a un relâchement, là. Tu sais, au début, tu l'appelles 15 fois par jour, tu envoies une douzaine de roses, fini par coûter cher, là. Fait qu'on relaxe un peu, on slack un peu. À la minute qu'on démonte un petit peu de relâche, ça met l'autre en insécurité, esprit. Parce qu'on ne peut pas être 24 heures en contrôle puis 24 heures en relâche. Ça dépend des situations, ça dépend de ce qu'on vit. Mais il faut savoir qu'une personne en contrôle, souvent, elle est menée par ses compulsions, ses impulsivités, accomplir un acte irrésistible. Comme on ne peut pas les prévenir, bien, quand on le sait qu'on est de même, puis là, tu dis, tabarnouche, il faudrait peut-être que je travaille là-dessus. Au moins, tu viens d'identifier ta faiblesse. Souvent aussi, puis tout à l'heure, j'en parlais, hein, on sauve plus les autres. Là. Souvent, les gens en contrôle, la façon de contrôler ça, c'est de jouer au secouriste. Ils sauvent tout le monde, esprit. Il y avait même une femme qui était en dépression, la voisine va l'aider, elle faisait sa vaisselle, tout ça, chez eux, l'esprit de la vaisselle était bien plein, le ménage n'était pas fait, mais elle faisait le ménage, c'est la voisine. Je leur dis, hey, le pompier de l'univers, quand tu auras le temps, le feu est pris chez vous, esprit. Donc, commence par toi-même, tu sais. Donc, souvent, on va jouer au secouriste pour se donner de l'importance aussi, mais pendant ce temps-là, ben, on ne gère pas notre vie. On a tendance aussi, tout à l'heure, je vous parlais du régime alimentaire de ma sœur, là, on a tendance à se faire des régimes très sévères. Mais je peux te parler, moi, d'un régime du portefeuille, moi, quand je consommais. Ouais. Hey, moi, je consommais, là, il n'y avait rien trop beau pour la classe ouvrière. Alors, je dépensais en tabarnache, l'esprit. Ouais, j'ai même dépensé, à un moment donné, l'inscription du flow au soccer. Tu sais? Dépensais. Tu sais? Mais, manque d'argent. Fait que là, je passais un mois et demi, esprit, avec du Kraft Dinner, des saucisses coupées en morceaux, puis là, je resserrais à la vis, esprit. Tout ou pas en tout. Donc, souvent, c'est une illusion de contrôle, ça. On sait tout ou pas en tout, nous autres. Donc, essayons de mettre de l'équilibre un petit peu là-dedans. Mais de savoir qu'on a tendance à agir comme ça. T'sais. Mon beau-père, là, quand j'étais jeune, là, lui, il était tout le temps en boisson, tout ça, mais on l'aimait en boisson, nous autres, parce qu'il nous donnait des 5 piastres, esprit, pour aller à la salle de billard. Et quand il était à la frette, il était moins drôle, hein? Là, il coupait sur tout, là. Pas trop de beurre de pinot, tu vas au toast, ça coûte cher. Puis là, il était tabarnache, il nous sacrait tout en régime, t'sais. Donc, tu vois-tu que c'est une façon pour eux de contrôler leur situation. On peut devenir aussi en contrôle agoraphobie. L'agoraphobie, c'est comme la peur d'avoir peur, pour te traduire ça simplement. Quand tu te sers de tes peurs comme excuse, c'est une façon de contrôler des situations parce qu'on se voit très mal pousser quelqu'un qui nous dit qu'il a peur. Donc, et c'est pour ça qu'on agit soit dans un de ces comportements-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des traits marquants reliés à ça. Le premier trait marquant, quelqu'un qui est en contrôle a tendance à être très rigide. Oui, non, puis il est très sec, tout ça, et c'est comme si c'est son gaz pour se respecter. Donc, il met beaucoup de rigidité. Ou encore, c'est quelqu'un qui devient hyper critique.
Je le sais, moi, j'étais devenu un spécialiste du chiolage. Tu sais? Parce que pendant que tu chioles, les autres n'ont pas le goût d'en rajouter, ils se tassent. Donc, c'était une façon de contrôler mon état d'âme. Il n'y a personne qui venait me peser ici. Là, tu sais? Fait que je chiolais sur tout, l'esprit. Ou encore, j'étais le contraire. Agréable, exagéré. Tu sais, quand tu files pas, là, ça ne te tente pas d'avoir de la visite. Là. Là, ça arrive, toi, sans se présenter. « Salut Mario! »« Ah, ouais. Salut Ginny! Salut frère, je suis content de vous voir. » Dans ma tête, c'est pas ça pantoute. J'espère qu'ils y resteront pas longtemps, esprit. Je me surprends à les offrir un café, ils le prennent, tabarnache. Moi, dans ma tête, là, je suis déjà en tabarnache, là. Je me surprends à les offrir un dessert et un autre café. Ben, ils me disent oui, esprit, tabarnache. Finalement, à minuit et demi, ils décident de s'en aller. Je me surprends encore à essayer de les retenir, esprit. Ils sont pas aussitôt partis que je ferme la porte. Là, je dis à ma femme, t'as-tu vu la vieille robe qu'il y avait sur le dos? Puis là, je commence à critiquer. Agréable, exagéré, hein? Ou c'est pas mieux quand on est en relâche. La relâche, c'est de la négligence. C'est toute forme d'abus, en fait. C'est des mauvais traitements. Tu sais, se coucher à 2 heures du matin en mangeant une pizza Getty, là, moi, je connais pas trop le régime alimentaire, mais c'est pas trop sain, en tout cas. Hein? Donc, il y a un petit peu d'abus à ce niveau-là. On s'inflige des mauvais traitements. T'sais. Hey, on se couche tard, puis tu sais, on disait des affaires comme, je ne sais pas si je dois dire ça ici, là. Tu sais, je disais des affaires comme, tu as bu mon cochon, ben lève-toi, va travailler. On est très dur avec nous autres mêmes aussi, tu sais, et on les paye cher, nos périodes de relâchement, tu sais. Ça peut être même rendu à de l'automutilation. C'est sûr que l'automutilation qu'on connaît, c'est souvent un signal psychiatrique. Quelqu'un qui a beaucoup d'émotions difficiles va essayer de faire des blessures physiques, mais ce n'est pas de ceux-là que je te parle. Ici, je te parle d'automutilation. Ce n'est pas quelqu'un qui bouille, c'est quelqu'un qui se pète la face, qui te saoule. Donc, c'est tout ou pas tout. Donc, ça, c'est de l'automutilation. Et encore, c'est quelqu'un qui est en manque d'autonomie. On me demande souvent, comment on fait, Mario, pour savoir si on manque d'autonomie? Bien, c'est très simple. Ça va venir sur le sujet. Parce que quelqu'un qui est autonome, qui est à son affaire, on n'a jamais rien à y reprocher. Il fait ce qu'il a à faire. Et je reviens avec mon beau-père qui, lui, pensait qu'il renait tout ça, mais en fait, il renait rien. Quand ma mère disait « Tabarnouche, Timé, t'as encore une bière dans les mains, tu dépenses trop, devrais faire attention. » Donc, lui, il était sûr qu'il était en contrôle, mais en fait, il était en relâche. Quand il disait « Camilla, je sais ce que je m'en vais, c'est parce qu'on est en train de le perdre de vue en tabarnache. Hein? » Il ne le savait pas. Et tout ça, bien, ça l'emmenait à l'égocentricité. Hein? L'orgueil, c'est de l'égocentricité. Le paraître plutôt que être. Nous autres, on disait tout le temps que mon beau-père se déguisait en pâté chinois. Ouais. Il avait sa maudite chemise jaune pâle, là. Ça, c'était le blé d'Inde avec ses culottes brunes, c'était la viande, puis la ceinture rouge, c'était le ketchup, en tout cas, avec sa calotte à 2 palettes, là. Puis mon Timé, ça en allait de même. Lui. Il n'y a rien de trop beau pour la classe ouvrière, tu sais. À un moment donné, j'avais pété une vitre au dépanneur, esprit. Puis là, Timé m'avait dit, on va y aller au dépanneur, on va aller checker ça, esprit. Il me fait honte, là, en tabarnouche. Hein? J'arrive au dépanneur, mon Timé arrive, il parle au propriétaire, il dit, comment tu vends ça? Cette vitre-là, ça vaut comment, ça? Il dit, fais-nous pas trop cher parce qu'on va acheter ton dépanneur, on va te sacrer dehors. C'est là que j'ai compris comment que, tu sais, une personne qui va pas bien, là, qui fait croire qu'elle va bien, là, le paraître. Je le sais, j'ai déjà été comme ça, moi. Ouais. Moi, dans ma consommation, là, je ne vous suggère pas de faire ça, ça coûte cher en tabarnouche. Je me déguisais en millionnaire, moi. Ouais. Cigares importés, des bijoux partout. Je me devais le derrière, tabarnache, puis je faisais accraire à tout le monde que allait bien. 2 autos, ça va bien en tabarnache. Tu sais, les premiers cellulaires, le gros cellulaire ici, le Padjet, j'étais sur le bord d'avoir le fax après la ceinture, tabarnache. T'sais. Puis je voulais mourir, là. Puis les gens me demandent comment ça va. Ça va très bien. Y compris que plus le trait est long, plus ça va mal, tabarnache. Tu sais. Les gens, je jouais tellement de games qu'ils m'enviaient. Ils n'étaient pas dans ma peau en tabarnache. Hein? Donc, tu vois-tu, l'ego, là, on ne veut pas que ça paraisse. Bien, il y a des traits reliés à ça aussi. Je dis celui-là, c'est rare que ça arrive, là, mais parfois, les gens deviennent manipulateurs. Illusion de contrôle. Qu'est-ce que c'est l'illusion de contrôle? C'est quelqu'un qui se compte des menteries puis qui y croit. Tu sais, il a trop dépensé, mais là, dans sa tête, il dit, c'est pas grave, j'ai fait de l'overtime, même que le surplus d'argent arrive, je vais la remettre sur l'hypothèque puis ça paraîtra pas, mais ça devient dur à gérer, là, tu sais.
ces menteries-là. Donc, ce qu'on appelle l'illusion de contrôle. Ou encore, on voit les gens qui sont en relâche, sont très indulgents à l'égard des autres. Mais j'ai compris aussi pourquoi ils sont comme ça. Savez-vous pourquoi on est comme ça? Parce qu'on voudrait que les gens le soient aussi à notre égard. Je te redonne un exemple de Timé, là, notre beau-père. Ma mère, elle venait pour le chicaner. Maudit, Timé, t'as encore une maudite bière dans les mains. On se mettait, nous autres, les enfants, devant ma mère, puis on disait, maman, laissez donc tranquille. Au moins, il est à la maison, il est tranquille, là, il n'est pas au bar. Et quand ma mère venait pour nous chicaner, c'est Timé qui se mettait devant. Il disait, Camilla, laissez tranquille, là. Oh, c'est rien que des enfants. Et ça marchait. Donc, l'indulgence, hein? La morale de cette petite histoire, c'est très simple. C'est que quand tu t'apercevras que tu es dans un des éléments du contrôle, tu vas être épuisé. Tu vas être terriblement épuisé psychologiquement. Tu essaies de tout contrôler. Lâche prise, esprit. Donc, quand tu identifies un comportement de même, là, tu sais, sauver les autres puis qu'elle ne veut rien savoir, là, à un moment donné, il faut que tu lâches prise. Là. Donc, quand tu t'apercevras que tu es psychologiquement épuisé, c'est que tu es trop en contrôle. Et quand tu t'aperçois que physiquement, tu es trop brûlé, bien, tabarnache, tu es trop en relâche, tu es trop négligent. Oui, parce que quelqu'un qui est en relâche, il n'est pas prévenant. C'est-à-dire qu'il n'aura pas pensé que, tabarnouche, j'ai oublié de sortir à brosser de lavage, j'ai plus de bas, il court après ses bas, il est en retard à son rendez-vous, il ne l'avait pas marqué, il est tout le temps à course, donc il est physiquement épuisé. C'est de mettre un peu d'équilibre entre les deux. Donc, l'idéal, c'est d'être en contrôle dans certaines situations, mais ne pas hésiter à être en relâche en d'autres. Et comment je pouvais vous le traduire chez un consommateur? C'est correct de contrôler son abstinence, mais c'est aussi correct et tu as aussi le droit quand même de t'amuser. C'est juste qu'on le fait un petit peu différemment. T'sais? Donc, il ne faut pas trop se prendre au sérieux non plus. Ce n'est pas un devoir, l'abstinence. C'est un objectif. Donc, vise pas ça comme un devoir, puis juste ça, prends le temps aussi de t'amuser, d'avoir des loisirs aussi alentour de ça. C'est une façon d'équilibrer aussi ces notions. Je donne souvent cette recette-là d'équilibre. Tu sais, il y a 24 heures dans une journée. Je le sais qu'il y en a des contracteurs, là. Il y en a qui aimeraient ça d'en avoir 28, là, mais on a 24 heures d'une journée. On devrait le diviser en 3 fois 8 heures. 8 heures de travail ou d'occupation, 8 heures de loisirs et d'obligation, parce que faire la vaisselle puis le ménage, c'est peut-être pas un loisir, mais c'est le fun quand c'est fait. T'sais. Mais trouver le moyen aussi de s'amuser un petit peu. Et 8 heures de sommeil. Pour qu'il soit récupérateur, le sommeil, on doit dormir pour un adulte de plus de 21 ans entre 6 à 8 heures de sommeil. Et quand tu es rendu, tu as besoin de la consommation pour t'endormir, ce n'est pas récupérateur. Souvent, les gens me disent, oui, mais je prends ça pour m'endormir, moi. Bien, je lui donne l'exemple, ça ne t'aide pas à dormir. En fait, c'est pareil comme si tu étais dans une arène de la consommation, puis que là, tu te sacs knock-out avec ça. Quand tu vas te réveiller de ton knock-out, tu vas-tu être reposé? Jamais un boxeur se relever reposé, moi. Non, tu vas avoir tout l'impact du knock-out que tu t'es fait. Donc, c'est pour ça que la substance, ce n'est pas une bonne idée pour s'aider à dormir. T'sais. Donc, c'est important pour une personne d'avoir au moins 6 à 8 heures de sommeil. Donc, ce qu'on appelle 8-8-8. À l'intérieur de ces 8 heures-là, juste prendre le temps de prendre un petit 10 minutes le matin, faire une petite lecture positive, piger une petite carte positive, regarder quelque chose de positif, avoir une petite philosophie positive. Parce que déjà que la journée qui s'avance, là, tu vas rencontrer un paquet de gens négatifs. Si toi, tu commences au moins avec du positif, tu vas être plus dur à ébranler. Donc, commence par faire une petite lecture pour te remettre, t'as reploguer sur toi tout simplement, t'as reconnecter sur toi. Après le dîner, prendre un 10 minutes juste pour relaxer. Et ce que je vais vous expliquer là, c'est un autochtone qui me l'a donné, ce truc-là que j'applique encore aujourd'hui. Il n'y a rien de plus énergisant que la nature, comme me disait. Entre autres, les arbres. Il dit, Mario, sur l'heure du dîner, là, pour te calmer, là, va prendre une marche dans la nature. Prends le temps de relaxer, esprit. Appuie-toi après un arbre. Lui, il prend son énergie du sol, puis il l'élève. Il dit, tu vas en capter là-dedans. Juste le bruit du vent, les feuilles, les pieds dans l'eau, c'est toutes ces richesses-là. Et juste 10 minutes, et tu vas voir ça que quand tu vas retourner au travail, tu vas être beaucoup plus efficace. Et aujourd'hui, je fais toujours ce petit truc-là. Même si on travaille beaucoup, ça se peut que tu travailles plus que 8 heures pour différentes raisons, mais va jamais piger dans ton sommeil. Pige dans tes loisirs. Donc, ce n'est pas de suivre ça à la lettre,
mais c'est d'essayer d'être le plus près possible de ça. Plus tu es près de cette recette-là, plus tu es une personne équilibrée. Puis tant qu'être avec mon arbre, il faut que je vous raconte que dans mon rétablissement, j'avais un bizarre de tempérament. Ce que j'avais de la misère à équilibrer, c'était mon caractère. Moi, je devenais frustré rapidement. Et Charles Cocoon m'avait dit, dans un cours que j'ai suivi avec lui, « Mario, il dit, au lieu de pogner les nerfs, là, il dit, t'as-tu un bois derrière chez vous? » J'ai dit, oui, j'ai un beau petit boisé. Il dit, va-t'en donc dans le bois prendre une marche. Puis il dit, tant qu'à aller prendre une marche, là, choisis-toi un arbre à lequel tu vas t'identifier. Puis comme de bonne, il y avait plein de conifères, mais il y avait juste un feuillu. Puis moi, j'avais choisi ce petit arbre-là. Puis là, il y avait un sac de chips, il dit, entretiens-les. Il dit, entretiens ton petit arbre, puis il dit, au lieu de bougonner, va-t'en où ton arbre, puis parle à ton arbre. J'ai dit, va pas bien lui parler à un arbre, esprit. Il dit, non, il dit, t'as rien à parler, de toute façon, là. Il dit, puis essaie de le questionner, essaie de comprendre l'existence de cet arbre-là. Ben moi, je voulais bien faire, ça fait que je me ramasse avec mon arbre souvent, parce que je suis souvent frustré, jusqu'à temps que je m'aperçois, il est donc bien maigre, cet arbre-là. Puis là, je m'aperçois, t'es le plus maigre de la gang, j'y parle pareil comme une personne. Puis là, t'as de l'air peureux, tu as des petites feuilles qui tremblent, puis tout ça. Ben après 10 minutes, je suis en train de m'apercevoir que je parlais de moi. C'était moi, cet arbre-là, tabarnache. Ben, il m'avait dit, plus tu vas parler à ton arbre, plus tu vas comprendre son existence, plus tu vas comprendre la sienne. Et moi, tout fier dans mon rétablissement d'appliquer ce petit truc-là, je le revois lors d'un congrès, peut-être bien 6-8 mois plus tard. Il dit, Charles, il faut que je te dise de quoi. Il dit quoi? J'ai dit, tu sais, ton truc indien que tu m'avais donné, là, j'ai dit, ça a marché. Il dit, quel truc indien? J'ai dit, tu sais, l'arbre, là, tu m'avais dit d'aller prendre une marche, là, puis, il dit, pas un truc indien pantoute, ça. J'ai dit, comment ça? Il dit, non, il dit, vous autres, les Québécois, là, il dit, quand vous êtes en tabarnak, là, vous prenez votre char, pèse dans le fond, les tailleurs, la lumière rouge, puis envoyez au bord, puis t'en bats un esprit. Il dit, moi, je t'ai juste dit d'aller dans le bois pour te calmer, là. Moi, je pensais que c'était un truc indien, esprit. Fait qu'aller prendre une marche au lieu d'envenimer les choses, c'est ce que j'ai retenu. Hein? Couler mon gaz égal. Parce que quand on est dans tous nos états, c'est qui va sortir. C'est l'impulsion, c'est toute la charge émotive. Juste prendre un pas de recul, des fois, ça évite bien des choses. Et c'est ce que j'en ai compris là-dedans. 8-8-8, 10-10-10. Et un 10 minutes le soir, juste pour reviser notre journée. Si tous les adultes au Québec, en se couchant, prenaient le temps de prendre un 10 minutes et de reviser leur journée. Qu'est-ce que j'ai fait de correct aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'ai subi aujourd'hui comme charge? Qu'est-ce que j'aurais pu éviter? Juste à se parler, à se questionner de même, le cerveau, lui, il veut bien aller. Donc, il va t'emmener tout le temps dans une avenue qui va favoriser justement ce fait-là d'être à l'abri de tracas. Juste à reviser sa journée. Si on ferait ça, peut-être qu'on aurait moins tendance à répéter à chaque jour les mêmes erreurs et espérer chaque fois des résultats différents. On ne s'arrête pas à moins d'être vraiment mal pris. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, tu sais, des fois, prendre un temps d'arrêt, là, juste pour essayer de réinventer sa vie, là, ça ne fait pas tort. Et j'ai même créé une formule magique, hein? Ouais. Elle est infaillible, cette formule magique-là. Pareil comme une baguette magique. Et là, je leur dis, t'aimerais-tu avoir une baguette magique, puis tout deviendrait équilibré dans ta vie? Alors, il dit oui. J'ai dit, j'en ai une. Ben, je ne te le crée pas. J'ai dit, moi, te le prouver. Tu as juste à mettre 2 petits soupçons de discipline dans ta vie. C'est quoi ça, la discipline? Impose-toi des règles avant que les autres t'en imposent. Donc, juste imposer des règles. Avoir des heures de lever, avoir des heures de coucher. Impose-toi des règles. Faire ton lit, faire ton déjeuner, dîner, souper. Assure-toi d'avoir des règles. Impose-toi des règles. Rajoute tout simplement 2 petites cuillerées de respect. Fais-toi attention. Rajoute-y, puis brasse tout ça avec de l'équilibre. Fly pas trop haut, descends pas trop bas. Coule ton gaz égal, l'esprit. Tu sais, parle-toi. Tu mets ça dans le four de l'harmonie, tu vois que ça va lever, ce sera pas là en esprit. C'est quoi ça, l'harmonie? C'est quand tu dors bien. Ouais. Quand tu te réveilles le matin, tu es tout en boule, rendu autour du lit, tu n'as pas bien dormi. Parce que dormir est très épuisant, hein? Et quand tu dors, toutes les drogues naturelles en fonction vont réparer toutes les petites bébites physiques et psychologiques. Et quand tu es perturbé, ben tu dors mal, c'est pour ça que tu bouges beaucoup. Donc, essaie de libérer ta tête. C'est pour ça que je te disais, fais ton inventaire chaque soir pour être capable d'être en harmonie avec toi. Et c'est là que je me suis aperçu, après 12 ans dans un milieu militaire, où il n'y a pas beaucoup de place et d'espace aux émotions, aux sentiments, à toutes les petites attentions, c'est là que je me suis aperçu que moi, je me fais de plus en plus attention,
je fais de plus en plus attention aux gens qui m'entourent et je dors de mieux en mieux. C'est là que je me suis aperçu que, c'est ça l'amour de soi, esprit. Je commence à m'accorder une attention au même titre que je le fais avec les autres. Et ça m'a donné une vie pas mal moins mouvementée, beaucoup plus stable. Et c'est ça que je leur dis, ma recette d'équilibre. Tadam! Ils disent, oui, mais Mario, c'est pas magique comme la baguette, là. Je lui dis, oui, c'est magique. Et savez-vous qu'est-ce qu'il y a de magique dans ma recette? Ce qu'il y a de magique en fait, là, puis je vous le dis, là, t'en feras bien ce que tu veux, mais vraiment magique. Fais juste appliquer de la discipline dans ta vie, les autres vont venir tout seuls. Ting! Et c'est ce qui est vraiment magique. On ne s'impose pas de règles. On attend souvent que la vie nous en impose ou que les supérieurs nous en imposent ou que la société nous en impose. Notre travail dans le rétablissement, quand on veut bien aller, quand on veut être équilibré, c'est de s'imposer des règles. Et aujourd'hui, je me suis aperçu qu'en m'imposant des règles, j'étais aussi quelqu'un de beaucoup plus sécurisant pour mes proches. Parce que je m'assure de ne pas avoir de tracas dans ma tête. Je m'assure de faire attention pour être en bonne condition physique. Parce que je le sais très bien que quand je ne file pas, ça l'insécurise les gens alentour de moi. Donc, je fais au moins ce que je peux pour faire attention à ce que je rentre ici. Et je fais attention également aussi pour ne pas tout me donner dans mon travail. J'ai des sphères de vie qui sont différentes, qui ont aussi besoin de partage. Exemple, je ne peux pas penser me brûler à l'ouvrage, puis arriver à la maison, même plus avoir un petit 10-15 minutes, une demi-heure, m'amuser avec mes enfants. Bien, avant ça, je faisais ça dans mon autre vie. Dans mon rétablissement, j'ai décidé de remettre de l'ordre là-dedans. Moi, ma famille, mon travail. Pourquoi le travail en troisième? Parce que je peux m'en trouver un autre, mais je ne peux pas me trouver une autre famille. Puis si moi, je ne vais pas bien, il n'y a personne d'entre eux qui vont bien aller. J'espère tout simplement, puis je peux te remettre un document au complet sur cette conférence-là, d'y aller tout simplement à votre rythme. Et je vous rappelle en terminant que ce n'est pas un devoir à faire, ça, cette recette d'équilibre-là. C'est de travailler là-dessus, et plus vous allez être proche de ça, plus vous allez être une personne équilibrée. Et comment vous allez le savoir? C'est que les gens vont dire, « Ah, j'ai l'impression de te retrouver. » C'est ce que je vous souhaite. Bonne fin de journée tout le monde. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez avoir des documents sur les deux conférences qu'on a présentées, ça me fait plaisir de vous les offrir en arrière. Merci tout le monde. Moi, je avec la grille d'évaluation de chacun des ateliers. Il y a plusieurs questions. Les objectifs de l'atelier étaient clairs, la présentation et l'information étaient claires, j'ai appris des choses, les sujets abordés étaient suffisamment développés. Je retourne dans mon milieu avec des idées nouvelles, ma participation fut sollicitée, l'animation était de qualité, mon intérêt s'est maintenu tout au long de l'atelier, les documents de soutien sont adéquats, l'atelier a répondu à mes besoins de façon générale, je suis satisfaite de cet atelier. De moi, minute, quelques suggestions ou idées pour enrichir le colloque. Bien, si vous avez des commentaires, s'il manquait des choses ou dans la feuille. Et que Kadichi Hagastandek, moi, de Turbashnenon, de Mylène Jourdain, Chemineg, vos feuilles. C'était dans le but pour améliorer nos ateliers, nos invités, tout ça. Merci. Ah, puis il y a une pause de 15 minutes, taboué. On va reprendre dans 15 minutes, puis on continue avec Claudette Labbé.
为阿哥想卡吉门样，这关键。